rencontré Olivier Véran, ancien ministre de la Santé français, qui m'a raconté jour par jour comment il a fait face à la plus grande pandémie que le monde ait connue ces 100 dernières années. Ça devient un sujet lorsqu'on a les premiers cas enregistrés en Europe. Je connais très bien l'infectiologue qui est là-bas, qui me dit ils ont un petit rhume. Cet entretien, c'est le 3e d'une nouvelle série sur ma chaîne YouTube où des grands témoins de notre époque viennent me raconter le moment le plus marquant de leur vie. Dans cette vidéo, on revient sur la nomination express d'Olivier Véran comme ministre. J'arrive à l'Assemblée nationale, petit jeune, je connais personne, un mec de 30 ans qui a jamais fait de pôle, qui vient de l'hôpital, ça n'existait pas. Et j'ai un coup de fil d'un proche du président qui me dit Agnès va démissionner, c'est imminent, tu vas être nommé ministre. Sur les mesures qu'il a dû prendre pour tenter de stopper la pandémie de Covid-19. Et donc je signe un arrêté qui a des conséquences complètement folles. Nous sommes en guerre. Les mesures de confinement s'accélèrent et se multiplient. Et encore une fois, à l'époque, on ne sait pas si on va mourir de ce virus ou pas. Et sur la manière dont il a vécu cette crise. Je m'endors et 4 heures plus tard... Bonjour monsieur, c'est la police. Il y a des gens dans ce pays qui sont convaincus que j'ai sciemment tué des enfants avec un vaccin qui n'est pas un vrai vaccin pour me faire du fric. Je crois que c'est la seule fois, ou l'une des seules fois où honnêtement je fonds en larmes dans le dos. En guerre. Aujourd'hui, il me raconte la pandémie responsable de 6,9 millions de morts à l'échelle mondiale. Olivier Véran, ministre de la Santé, me raconte la pandémie de Covid-19. Bonjour Olivier Véran. Bonjour Gaspard. Merci d'avoir accepté le principe de ce format. Bon, je pense que beaucoup vous ont reconnu, mais quand même, j'aimerais vous demander de vous présenter. Alors, je m'appelle Olivier Véran, j'ai été ministre de la Santé et des Solidarités de 2020 à 2022. J'ai été nommé une semaine avant le début de la première vague Covid. Sinon, je suis médecin dans le civil, neurologue, et puis j'ai quitté la politique. On est le 16 décembre 2019. C'est la date à laquelle on détecte un premier cas de pneumonie sur le marché de Wuhan. Un marché aux poissons fermé et en cours de désinfection. C'est ici que tout a commencé. Les premières victimes ont été contaminées sur ce marché de la ville de Wuhan. À cette époque, on soupçonne le virus d'avoir été transmis par le pangolin, un animal vendu sur ce marché et consommé par une partie de la population chinoise. C'est quand la première fois que vous entendez parler de ce Covid-19 qu'on appelle encore à l'époque coronavirus? Assez rapidement en fait, parce que comme j'étais médecin à l'hôpital, quelques années auparavant, on avait déjà eu une petite menace, c'était un autre virus respiratoire qui provoquait des pneumopathies en Asie, notamment en Chine. Ce virus-là n'avait pas provoqué de pandémie, il était resté assez localisé finalement, quelques cas, et on avait des plans de préparation au cas où une pandémie se déclencherait. Donc j'avais déjà connu ce que c'est que cette préparation hospitalière dans l'hypothèse où un virus arriverait, mais honnêtement, je mentirais si je disais que j'ai tout de suite compris qu'il allait se passer un truc grave. Non, pas du tout. Ça devient un sujet lorsqu'on a les premiers cas enregistrés en Europe, lorsqu'on a le cluster, ce qu'on appelle le groupement de cas au Contamine Montjoie, dans une petite station de ski où une famille anglaise est dépistée positive au Covid. Et là, je baigne dedans parce qu'il se trouve que la moitié des gens sont hospitalisés au CHU de Grenoble. Et qu'il se trouve que, étant député de la circonscription du CHU de Grenoble, quand Agnès Buzyn, qui est ministre à l'époque, vient à l'hôpital, je l'accompagne. Et donc je rentre dans le service de maladies infectieuses, je connais très bien l'infectiologue qui est là-bas, qui me dit « ils ont un petit rhume ». Effectivement, ils avaient très peu de symptômes. Et c'était des gens qui étaient une forme quasiment asymptomatique du Covid. Et ce qui était très rassurant, c'était de voir que le foyer épidémique avait été enrayé, donc plutôt rassurant de ce point de vue-là. En décembre 2019, comment est-ce que la ministre de la Santé donc de l'époque, Agnès Buzyn, suit cette crise du Covid? Elle était inquiète. Elle suivait énormément l'actualité autour du Covid. Elle me disait qu'il fallait qu'on se prépare quand même à une pandémie. Elle a été vraiment dans l'anticipation et je pense que c'est la première en France, voire en Europe, à avoir compris qu'il y avait une véritable menace épidémique. L'épidémie est rendue publique par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le 31 décembre. Et à partir du 18 janvier, on commence à en parler enfin à la télévision française. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes, un chiffre beaucoup plus important selon des scientifiques. Le virus pourrait se propager à l'étranger. Est-ce que, à ce moment-là, le médecin que vous êtes se dit « Ok, là, il se passe quelque chose, on est face à une épidémie peut-être plus large que celle que j'ai. Le médecin que je suis est d'abord, oui, très vigilant, sensibilisé à l'idée que tous les siècles, on se tape une pandémie qui ravage une partie de la planète. Deux, que quand c'est une infection respiratoire, c'est parfois moins visible que quand c'est d'autres virus qui provoquent des saignements et donc que c'est plus compliqué à gérer dans une population. Que trois, c'est un virus qui vient de Chine pour lequel on a probablement très peu de données et encore moins de données sur lesquelles on peut s'appuyer. Et donc que le niveau de risque est
est élevé. Mais ça ne veut pas dire, en fait, à ce stade, moi je ne sais pas encore dire s'il y aura une pandémie ou si c'est quelque chose qui restera limité. Il y a eu 1000 morts en 2003-2004, ça reste limité pour un virus respiratoire quand on sait que la grippe fait plus de 10 000 morts chaque année en France. Fin janvier 2020, les premiers cas détectés arrivent sur le territoire français. Ouais. Je dis détectés car il se pourrait qu'il y ait eu des cas avant mais que les symptômes soient confondus avec ceux de la grippe. Et le 14 février 2020, un touriste chinois qui venait de Wuhan décède à l'hôpital Bichat à Paris. L'un des patients atteints du coronavirus en France est décédé. Il s'agit du touriste chinois âgé de 80 ans. C'est donc le premier mort enregistré en dehors de l'Asie. Il avait été hospitalisé à l'hôpital Bichat avec des mesures strictes d'isolement. 2 jours après ce décès, le 16 février 2020, vous êtes nommé ministre des Solidarités et de la Santé. Vous succédez donc à Agnès Buzyn et ce départ peut sembler un peu soudain. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous connaissez l'histoire. Non, mais il y a un candidat à la mairie de Paris qui était en délicatesse et vraiment, je le soutiens de tout mon cœur pour ce qu'il a vécu, lui et sa famille, et qui décide de renoncer à candidater à la mairie de Paris. L'onde de choc Benjamin Griveaux n'en finit pas de secouer la vie politique française. Cette vidéo à caractère sexuel comptabilise des centaines de milliers de vues sur Internet. J'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Agnès Buzyn a souhaité se porter candidate et donc il lui fallait quitter le poste de ministre de la Santé. Et donc le deuxième sur la liste après elle, ça devait être moi, puisque c'est moi qu'on a appelé. Concrètement, comment ça se passe ? Vous recevez la nomination ? Ouais, vous recevez un texto. Alors là, je m'en souviens très bien, c'est l'anniversaire de mon père, le 16 février. Je suis en montagne avec mes enfants et des copains en train de faire un pique-nique un dimanche midi. Sous l'ombre d'un chêne que j'aime beaucoup. Et j'ai un coup de fil d'un proche du président qui me dit j'espère que t'as un beau costume. Moi, je sais pas du tout de quoi il me parle. Et il me dit il faut que tu montes à Paris. Je me dis qu'est-ce qui se passe ? Il me dit prépare-toi. Je dis, ok, super. Je raccroche. Et puis, il me rappelle vers 14h en disant Agnès va démissionner, c'est imminent. T'es à Paris. Je dis mais de quoi tu me parles ? Il dit mais tu vas être nommé ministre. Je dis attends, on m'a fait le coup plein de fois. T'es sympa, c'est dimanche. Je reste chez moi. Et puis je raccroche, puis j'en parle aux copains qui me disent quand même tu devrais peut-être te préparer au cas où. Donc on rentre, puis à 16h, 16h30, l'annonce tombe, Agnès Buzyn démissionne du ministère pour candidater à la mairie de Paris. Elle sera remplacée par Olivier Véran. J'ai dit, ah super, donc je l'annonce à la radio, c'est formidable. Personne m'a appelé. Donc je suis là, ok, on calme le jeu. Je décide de rester à Grenoble. Mon téléphone se met à sonner, mais dans tous les sens. Donc je réponds pas, parce que je sais pas quoi répondre. Et les journalistes veulent tous savoir si c'est vrai. Puis là, il y a Édouard Philippe qui m'appelle. Là, le niveau de pression commence à monter un peu. Je dis, oui, Édouard. Il me dit, écoute, je t'appelle pour savoir si t'as le cul propre, si tout va bien, parce que on va réfléchir avec le président. Je le vois demain midi. Peut-être qu'on va te proposer de remplacer Agnès. N'en parle à personne. Je raccroche. Puis je vais chez mes parents pour l'anniversaire de mon père avec mes gamins. Et là, j'ai un coup de téléphone. Il doit être 19h20. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. Oui, Alexis. Oui, Olivier, je t'appelle parce que c'est pour savoir, t'as été praticien hospitalier au CHU de Grenoble de quelle année à quelle année ? Je lui dis, de 2010, ça. Je dis, pourquoi, Alexis ? Pour le communiqué de presse, pour ta bio. Je dis, mais la bio de quoi ? Il dit, on annonce, t'es ministre, là, on annonce avant le 20h, ça, on envoie le communiqué dans un quart d'heure. T'es à Paris ? Ah non, je suis pas à Paris. Ah mais il faut que tu montes à Paris, t'as une passation demain à 8h. Donc là, le truc bordélique à souhait. Donc je laisse mes enfants à mes parents, je fais un bisou à mon père pour son anniversaire, je prends le train, j'arrive, je sais pas, 1h30 du mat à Paris, et voilà. Voilà comment ça se fait une nomination. Aucun coup de fil d'Emmanuel Macron. Non, oh non. Non, par contre, je l'ai vu le lendemain. Et on discute et on parle effectivement essentiellement du Covid. Quand Agnès Buzyn quitte le gouvernement, comment elle se passe cette passation de pouvoir ? Je la vois une vingtaine de minutes parce que c'est tôt le matin dans son bureau où on parle un peu de casting, les conseillers qu'on veut garder, les nominations qui sont en cours, etc. Évidemment, on parle Covid. Elle me parle d'ailleurs de ce qu'elle a déjà. Donc il y a un dossier, il y a surtout le directeur général de la santé qui reste. Moi, je fais le choix de garder son équipe. Parce que normalement, on fait jamais. Je garde son directeur de cabinet, je garde tous les conseillers. Parce qu'il y a cette menace épidémique, je veux certainement pas perdre de temps ou d'énergie et pas perdre de compétences, donc je décide de garder tout le monde. Fin février 2020, un homme commence à faire parler de lui dans les médias français. Professeur Didier Raoult. Professeur Didier Raoult, qui déclare que le Covid-19 pourrait être soigné avec un traitement, l'hydroxychloroquine. Ah non, à ce moment-là, je connais de nom Didier Raoult. Il est le patron de l'IHU, c'est-à-dire le plus gros institut de maladies infectieuses. Il a été nommé là parce qu'il a une batterie d'articles scientifiques à son actif.
On me le présente un peu comme un savant fou, mais je déteste pas les savants fous. J'ai plutôt tendance à écouter les gens qui sortent un peu des clous, surtout quand on est dans l'urgence. Et je suis intéressé par l'hydroxychloroquine. Donc je me dis, il faut qu'on regarde vite ce truc-là. Là où je suis très rapidement gêné, c'est que le mec ne dit pas je fais une étude sur le truc, c'est qu'il dit mon traitement est miraculeux, il marche. Et là, on sort de la science. C'est-à-dire qu'on rentre dans de la magie ou de la sorcellerie, en fait. C'est asséner quelque chose comme étant une vérité alors qu'on est incapable de le démontrer. En science, c'est très grave, et en médecine, ça l'est encore davantage. Et donc, va commencer un espèce de rapport que je vais avoir avec Didier Raoult, qui sera pas quotidien, mais quand même hebdomadaire, où d'un côté, j'aide pour qu'il y ait des études cliniques qui soient menées en bonne et due forme en dehors de Marseille. Pour vérifier la validité des données qu'il publiait lui-même. Parce que cette maladie, personne ne la connaissait quand on a commencé à faire des recommandations. Est-ce qu'on la connaît d'ailleurs vraiment encore bien ? Moi, oui. Et lorsque je vois qu'il y a des choses qui ressemblent à du grand n'importe quoi, je me permets de lui dire. Donc on a des échanges comme ça, et apparaît à un moment donné, là, je dois me rendre à l'évidence que, hélas, l'hydroxychloroquine, non seulement il n'a pas démontré que ça marchait, mais que ça marchera pas, et que là, ça va beaucoup trop loin. Ça devient très compliqué parce que ça, c'est... Si vous voulez, vous avez des gens, c'est à propos d'un cas. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, sur les plateaux de télé, des gens très bien, parfois des élus, disent « Ah ben moi j'ai pris de la chloroquine, j'ai eu la fièvre que 3 jours et j'ai guéri. » Mais c'est formidable en fait. Moi j'ai pas pris de chloroquine, j'ai eu de la fièvre 3 jours et j'ai guéri. Et c'est très compliqué de faire de la médecine comme ça en fait. La médecine sur les plateaux, la médecine sans preuve, la médecine sans études et la médecine de témoignage, c'est grave en fait. Parce que c'est ce qui induit des catastrophes sanitaires. Donc sur la méthode, très vite, je dis à Didier « Arrête, enfin il faut pas faire ça. Faut pas inciter ça. Par contre, on va faire de la recherche et on va la faire vite et bien. On est désormais le 21 février 2020 et un des premiers pays européens qui réagit alors très vite, c'est l'Italie. 5 morts et plus de 200 personnes contaminées. L'épidémie s'accélère et l'Italie redoute une crise sanitaire majeure. Le gouvernement italien confine des communes entières, principalement dans le nord du pays. Au début, quand vous, en tant que ministre de Solidarité et de la Santé, vous voyez ça depuis la France, vous dites quoi ? Ils exagèrent ? Ah non, moi j'ai le ministre italien au téléphone. L'Italie du Nord est aussi développée en matière de structures hospitalières que la France. En 48 heures, il dit « Je suis inondé de messages de médecins, des hôpitaux qui me disent que ça arrive par vague. » Mais vraiment, heure par heure, il voit des gens en forme grave qui commencent à arriver aux urgences et qui vont en réanimation. Et donc, il a pris une décision de confinement partiel. Et moi, je le comprends et je lui dis, je vais venir. Et donc, je vais rapidement à Rome, où je rencontre quelques homologues, le ministre espagnol, allemand, autrichien, où on commence à rédiger ensemble, en fait, les bribes d'une coopération européenne. J'ai pas du tout de culture diplomatique, je suis nommé ministre depuis quelques jours seulement. Et donc, je prends une feuille, un crayon, comme on ferait, et je commence à écrire quelques points en disant, ça, c'est très bien qu'on fasse ça ensemble, ça, machin, qu'est-ce que vous en pensez ? Et en fin de journée, on avait un accord, les bases d'un accord européen sur la manière dont on gérerait ensemble les choses. Et puis j'ai quelques homologues d'autres pays qui sont un peu circonspects. Puis même moi, je me dis en fait, mais t'as fermé les écoles, sur quelle base tu vas les rouvrir ? Et il dit on va voir comment les choses évoluent, mais il faut qu'on fasse de la distanciation sociale. Au début, je me dis dans ma tête, on fera pas comme les Italiens. Et en même temps, quand j'arrive à Rome, les rues sont pas les rues de Rome classiques. Les gens ont des masques, les gens se tiennent à distance. On voit qu'il y a un truc qui commence déjà à marquer les esprits très vite là-bas. Et je rentre de Rome à Paris en me disant c'est pas impossible que ça nous arrive, quoi. Enfin, c'est pas impossible qu'à un moment donné, on doive prendre une décision comme celle-ci. C'est la première fois qu'on a des données qui nous montrent que le virus est dangereux, qui peut tuer, et qui circulent très vite. Jusqu'ici, on a des données parcellaires que les Chinois veulent bien nous envoyer. Enfin, je veux dire, il faut dire les choses. L'Italie, l'Europe, on communique nos datas, nos données, on dit ce qui est la réalité des choses. Est-ce que, à ce moment-là, les données en européen se partagent facilement au jour le jour ? Vous demandez un compte, qu'est-ce qui se passe en Roumanie ? On a une boucle WhatsApp, très vite, on communique, on se fait des visios tout le temps, on partage les infos tout le temps. Pardon, vous avez une boucle WhatsApp entre ministres de la Santé ? Ouais, bien sûr. C'est étonnant comme moyen. Mais vous voulez faire comment ? Je sais pas, j'imagine quelque chose de plus officiel. Et donc, la bascule se fait au moment de ce déplacement. Ouais. Vous rentrez en France, qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment le moment où je crois que je dis on n'a pas de cas en circulation dans le pays aujourd'hui. Bon, ça va peut-être arriver, mais pour l'instant, on n'a plus de malades en fait identifiés du Covid. Mais on va faire gaffe. Les voies de communication à l'époque du virus ne sont pas encore identifiées. Donc on ne sait pas encore si c'est un virus aéroporté ou manuporté. En gros, est-ce qu'il faut que je vous touche pour vous filer le virus, ou est-ce qu'il faut que je vous parle et que des micro-gouttelettes vont vous contaminer ? Et donc, en fait, la contagiosité n'est pas du tout la même en fonction du mode de contamination. Or, les coronavirus, ce qu'on avait eu à connaître, disaient les scientifiques,
scientifiques, c'était plutôt du manuporté, pas tellement par des gouttelettes. Donc il y avait tout un tas de paramètres en fait qu'on ne maîtrise pas. En fait, on gère l'inconnu en permanence. Et à ce moment-là, alors le ministre que vous êtes, qu'est-ce qu'il se dit? Parce que le risque, il est imminent, la bombe, elle est à retardement. En européen, on se voit tout de suite et on dit on ferme pas les frontières, ça n'a aucun sens. Compte tenu du lien qu'il y a entre l'Italie et la France, compte tenu du nombre d'échanges transfrontaliers qu'il y a, ça n'a aucun sens que d'empêcher le Piémont, par exemple, d'être en contact avec la France, où il y a quasiment pas de cas. D'abord, c'est dangereux. Vous fermez les frontières entre la France et la Suisse, vous butez l'hôpital de Genève, par exemple. Or, l'hôpital de Genève, il nous a été très précieux quand on en avait besoin. 2, en fait, couper des voies de communication routières alors que vous avez toujours les avions qui atterrissent, les trains qui voyagent d'un pays à l'autre, ça n'a aucun sens, en fait. Et 3, si vraiment la circulation du virus devait se faire de cette manière-là, de toute façon, il y a tellement de gens qui sont déjà rentrés dans le pays et qui en sont ressortis qu'on sera bon pour une pandémie. Donc, en fait, couper à ce moment-là, de fermer les frontières, nous claquemurer, ça n'a pas de sens. En revanche, installer des frontières au sein d'un pays quand il y a une zone de contamination, oui, ce qu'a fait l'Italie par exemple. Et après ce qu'on a fait dans d'autres endroits en France. On commence par isoler des territoires. Quand on voit qu'il y a des cas qui sont identifiés, on isole, c'est-à-dire qu'on confine ces territoires, on fait une quarantaine territoriale. Le 4 mars 2020, vous dites que le port du masque n'est pas nécessaire en population générale, c'est-à-dire en gros dans notre quotidien. Je le redis, doivent être équipés les professionnels de santé qui exercent en établissement de soins, les professionnels de santé libéraux, les personnes contaminées et les personnes vulnérables. L'usage des masques en dehors de ces indications est inutile. Qu'est-ce qui vous fait dire ça à l'époque? Les doctrines que j'ai sous les yeux, en fait. C'est-à-dire que quand j'arrive, il y a des doctrines de la Direction générale de la santé qui sont fondées sur des études scientifiques. En fait, il y a eu des études, plein d'études en vie réelle, dans des épidémies, par exemple, de grippe, où ils ont comparé des populations qui portent un masque et d'autres qui ne le portent pas, et on voyait qu'il n'y avait pas d'intérêt au port de masque. Alors ensuite, ça a été interprété sous l'aune de on n'a pas de masque, donc on dit qu'on n'en a pas besoin. C'est fait pour cacher la pénurie de masques, parce qu'on s'est procuré des échanges confidentiels entre des gens et le directeur de la générale de la santé, Jérôme Salomon, qui montre que Jérôme Salomon est tout à fait conscient de l'utilité que peut avoir le masque dans la population. J'ai cessé d'essayer de convaincre les gens que c'était pas le cas. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais moi, j'ai une doctrine où il est écrit noir sur blanc, le port du masque n'est pas nécessaire en population générale pour une épidémie de virus type respiratoire, coronavirus, etc. En fait, derrière, on va dire oui, effectivement, il faut porter le masque parce qu'il y a une contamination aéroportée, donc il faut pas s'envoyer les gouttelettes. Le port du masque, notamment lorsqu'il y a une concentration de personnes, si vous êtes dans une rue où il y a plusieurs personnes qui vont se balader, vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder la distance, le port du masque, moi je le recommande. On essaie d'expliquer sans doute maladroitement qu'un masque, s'il est mal porté, c'est pire que tout, parce que si vous avez du Covid sur les doigts, que vous touchez votre masque, vous allez foutre du Covid sur le masque et il va pouvoir passer et vous allez vous contaminer. Et ensuite, il y a des études qui ont été faites a posteriori sur des centaines de milliers de personnes qui encore aujourd'hui se posent la question de savoir si le masque en population générale était un facteur de protecteur contre le Covid ou non. Donc nous, on a suivi vraiment les recos scientifiques, quoi. Après, l'histoire nous dira, on saura dans quelques années, statistiquement, avec de la data, des algorithmes, si ça a changé la donne ou non. Le samedi 14 mars 2020, la propagation du virus s'accélère. Le Premier ministre, Édouard Philippe, fait alors une annonce avec une formulation assez floue, puisqu'il nous parle de lieux essentiels et non essentiels. J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s'agit également de tous les commerces, à l'exception des commerces essentiels. Tous les services publics essentiels à la vie de nos concitoyens resteront évidemment ouverts. Et puis, résultat, c'est à vous de décider quels sont les lieux essentiels et non essentiels. On se réunit en interministériel, donc vous avez un représentant de chaque ministère, et on va y passer une grosse partie de la nuit, à se dire en fait, l'objectif c'est la distance entre les gens. Bon, donc on va arrêter tout ce qui n'est pas indispensable à la continuité de la vie de la nation. Le mot essentiel est sans doute très mal choisi. Donc par exemple, si vous n'avez plus de route, si une route est pétée et que vous pouvez pas la réparer, vous pouvez plus y aller en bagnole, donc vous pouvez plus aller à l'hôpital, vous pouvez plus aller... Donc les routes, c'est-à-dire que le BTP, on se dit en fait, on a besoin d'activités professionnelles essentielles à la vie de la nation. Vous comprenez ? Du coup, vous vous dites, les magasins qui vont vendre des matières premières pour le BTP, on en a besoin, parce que sinon il y aura des ouvriers, mais ils n'ont plus de quoi réparer la route. Donc on dit ça, on va les laisser ouverts. A contrario, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter des jouets dans les prochains jours ou les prochaines semaines ? Non, en fait, ça peut sans doute attendre. Bon, est-ce qu'on a besoin de manger ? Oui. Est-ce qu'on a besoin de boire ? Oui.
qu'on autorise l'alcool. Moi, j'ai dit à cette réunion, on va pas demander, c'est pas le moment de demander aux Français de devenir raisonnables. Donc, l'alcool et les clopes, on va pas l'empêcher, sinon ça va, là, ça sera... Donc voilà, donc manger, boire. Après, on regarde ce que nous dit la Constitution. La Constitution, c'est la loi suprême. On est obligé de la suivre. Elle dit, les seuls trucs qu'on peut pas empêcher, c'est prier, manifester et voter. Bon, donc ça veut dire qu'on peut empêcher les messes, parce que les gens, sinon, ils se réunissent dans une salle fermée, mais on peut pas fermer les églises. On peut fermer les écoles. Puisque c'est pas un droit constitutionnel. Manifester, on pourra pas l'empêcher, mais on peut l'encadrer par arrêté préfectoral. Et donc c'est comme ça qu'on décline les trucs, vous voyez. Donc on se pose la question, évidemment, est-ce que acheter un livre dans les 15 prochains jours, c'est essentiel à la vie de la nation? C'est essentiel à la vie culturelle de la nation, c'est essentiel à l'intime, c'est essentiel à l'épanouissement personnel, évidemment. Mais est-ce que arrêter d'acheter des livres pendant quelques jours ou quelques semaines est de nature à faire s'écrouler le pays? Donc on ferme les libraires, ok. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait pour les supermarchés? Parce que les supermarchés, on va les fermer pas, parce qu'ils vendent de la bouffe. Mais du coup, s'ils vendent des livres alors qu'on ne peut plus en acheter ailleurs, c'est contraire au droit de la concurrence. Donc on va se faire taper devant le Conseil constitutionnel. Donc voilà, c'est ce type de décision que vous prenez. Et au petit matin, je signe un arrêté, ce qu'on appelle l'arrêté 3131-2 du Code de santé publique. C'est que vous êtes en cas de crise sanitaire, ministre de la Santé habilité à prendre toute décision de nature à garantir la santé de la population. Et donc je signe un arrêté qui a des conséquences complètement folles. On est tous, moi j'ai le vertige, hein, je suis comme ça. Dans la salle, il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore basculé et qui disent mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous fermez les écoles, mais attendez, mais c'est quoi ce virus? On nous a appelé l'absurdistan en Allemagne, 2 jours plus tard ils faisaient la même chose. Même les Suisses ont fait la même chose. Donc en fait, il n'y a pas de meilleure solution, encore moins dans l'urgence. Et encore au début, cette nuit du 14 mars, on décide de ne pas confiner les gens chez eux. C'est 3 jours plus tard qu'on va devoir le faire. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Le gouvernement prend donc la décision de, et je mets les guillemets là-dessus, confiner le pays, parce que au moment de l'allocution présidentielle, on n'entend pas ce mot. Non, un acte manqué. Moi, je lui ai dit c'est un acte manqué, je lui ai écrit un message après son allocution, qui était par ailleurs très bien, et je lui ai dit, président, regardez, t'as pas parlé de confinement, c'est un confinement ou pas? Il dit, oh, dis ce que tu veux. Bon, c'est un confinement, donc je confirme le fait que... Mais c'est pas... vous qui décidez à ce moment-là de la sémantique utilisée? Ah oui, la sémantique, oui, c'est le mot, j'ai dit la même chose. C'est l'enjeu. Non, mais il me dit, je l'ai dit, mais si les gens n'ont pas compris, dis-le, voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a une volonté politique d'Emmanuel Macron de se détacher du poids de la responsabilité? Non, mais attendez. On refait le film 2 secondes. Hein. Ouais. Le 15 au matin, on a l'arrêté qui ferme les écoles, etc. Bon. Le 15 à midi, les 13h ouvrent sur pourquoi la France n'a pas confiné. Le 15 au soir, les 20h ouvrent sur les buts de Chaumont à Paris, remplis noir de monde, avec plein de jeunes qui sont collés les uns avec les uns aux autres et qui boivent des bières. Et avec des gros bandeaux sur toutes les chaînes info, la France a peur du confinement. Le lendemain, vous avez un sondage, je crois, Elab, 95% des Français veulent le confinement. Non, attendez, on se cache pas derrière notre petit doigt au moment où on prend la décision. Les gens le voulaient. Il y avait une inquiétude qui était devenue extrêmement violente. Et en même temps, c'est normal. Vous aviez le compteur quotidien des cas qui augmente. Au total, le bilan est d'un peu plus de 3000 morts pour pratiquement 90 000 cas détectés officiellement. L'immense majorité se trouve en Chine. D'autres pays font face à une recrudescence, parfois spectaculaire, notamment en Italie, où un cap dramatique vient d'être franchi. Vous voyez que l'Italie, s'il continue de s'enfoncer, bien sûr qu'à ce moment-là, tout le monde dit, ça y est, on est en plein dans la vague, il faut qu'on prenne toutes les décisions pour se protéger. Et encore une fois, à l'époque, on ne sait pas si on va mourir du virus ou pas. Hein. Donc les gens, ils ont peur pour leurs grands-parents, ils ont parfois peur pour leurs enfants, ils ont peur pour leurs conjoints, pour leurs collègues de boulot, pour leurs voisins. Les gens ont accepté de prendre des décisions de restriction de leur propre liberté, dans l'hypothèse de sauver la vie de gens qu'ils ne connaissaient pas et qui étaient plus fragiles qu'eux. C'est incroyable quand on y réfléchit. Il y avait des gens qui étaient sceptiques sur la capacité des Français à endurer, à accepter l'idée du confinement. Mais en fait, c'est la population européenne qui l'a peut-être le plus facilement accepté, parce qu'on a une solidarité entre nous qui est beaucoup plus forte que ce qu'on veut bien croire. Vous, personnellement, à qui vous pensez au moment où le gouvernement décide le confinement? C'est très simple. Hein. Je suis dans mon bureau au ministère. On est 10 minutes avant l'annonce le discours par le président à la télé. Je sais qu'il va annoncer le confinement. J'appelle la mère de mes enfants et je lui dis que ça va être très dur pour les enfants, que ça sera très dur pour elle, que par ailleurs je pourrai pas l'aider parce que je vais être bloqué à Paris et que les écoles, ça va aller au-delà des écoles, etc.
Et j'en souviens parce qu'après, je crois que c'est la seule fois, ou l'une des seules fois où honnêtement je fonds en larmes dans mon bureau. Donc littéralement. Parce que je prends conscience, au moment où j'évoque ce que vivront mes propres enfants et leur maman, que cette décision-là, elle va avoir un impact monumental en fait. Le 28 avril, ça fait quasiment 6 semaines que le pays est confiné et Édouard Philippe dévoile le plan de déconfinement du pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, voilà donc le moment où nous devons dire à la France comment notre vie va reprendre. Il dit alors que le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun quand l'annonce est faite que finalement il faudra porter un masque. Là, tout le monde vous tombe dessus. Comment vous le vivez ? Non, mais en fait, on juge tous. Vous savez, c'est le grand danger. C'est de juger des décisions antérieures à l'aune des connaissances du moment. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Les gens nous disent « Ah, vous nous avez dit qu'il fallait pas de masque, maintenant il faut en mettre. » Oui, mais en fait, à l'époque, quand on vous a dit qu'il fallait pas en mettre, on ne savait même pas que le virus se transmettait par la salive, en fait. Et donc, on avait comme seule base scientifique des études qui montraient que ce serait pas nécessaire. Là, maintenant, on sait que ça se transmet par la salive, donc à l'évidence, il va falloir en porter un. Et même pas qu'il va falloir en porter un, c'est que vous allez devoir en porter un. Bien sûr que ça perturbe, évidemment, et nous aussi. Donc en fait, c'est cet tâtonnement. Et en même temps, les gens vous demandent d'être rassurants, donc d'être sûr de vous. Et parfois, on n'est pas, et on est capable de dire « je ne sais pas ». Parfois, on est sûr de nous au moment où on dit les choses, mais en fait, on va se contredire quelques jours plus tard parce qu'en fait, la situation a changé. Le 7 mai, la date de déconfinement est officielle. Ce sera 4 jours plus tard, le 11 mai 2020. Le président de la République l'a confirmé. Au vu des résultats sanitaires enregistrés ces derniers jours, la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai. Comment se prend cette décision de déconfinement ? C'est ça le truc que j'ai jamais compris. Comment il a eu la baraka comme ça, le président. C'est-à-dire qu'un jour, il dit le 11, alors on savait qu'il y avait une fenêtre de quelques semaines de confinement qui était nécessaire pour que la distanciation sociale calme les choses, d'accord ? La date du 11 mai, moi je l'ai nulle part, je la découvre. Et en fait, il se trouve que quand je dis baraka, c'est que en fait le 11 mai, les conditions étaient parfaitement réunies pour déconfiner. Mais en gros, c'était plutôt une indication qui disait. En fait, c'était je veux que tout soit fait, tout soit mis en œuvre pour que à la mi-mai on puisse reprendre une vie normale. Enfin, à l'époque où l'annonce est faite que ce sera le 11 mai, la courbe elle continue de monter. Hein. Je le dis en humilité. Enfin, il aurait pu dire le 5, il aurait pu dire le 15, mais on l'aurait fait sans doute qu'il ait dit le 5 ou le 15, on l'aurait fait sans doute aux alentours du 10 ou du 11 mai. Au moment où on déconfine le pays, quel est le sentiment qui vous habite ? Est-ce que vous vous dites, ça y est, on a enfin quitté cette crise, on s'est débarrassé de ce virus ? Ah non, moi je me dis, c'est cool, on va surveiller pour vérifier que ça ne remonte pas. Et j'ai tout l'accompagnement des hôpitaux, parce que c'est pas parce qu'on déconfine et que le nombre de cas a baissé que les hôpitaux ne sont pas en souffrance. En plus, je commence à me lancer dans le Ségur de la santé pour revaloriser les soignants. En plus, il faut qu'on se prépare à tester davantage malgré tout. Donc en fait, on continue de monter en puissance tout notre arsenal diagnostique et thérapeutique pour faire en sorte que si ça recommence, on soit à l'abri. Pour moi, le 11 mai, c'était une étape importante pour les gens, mais qui changeait pas mon quotidien en fait. J'étais complètement focus sur la suite. Puis le déconfinement, c'était un nombre de trucs, vous imaginez pas le nombre de questions qu'on nous posait, hein, légitimes. Hein. Est-ce qu'on peut rouvrir les colonies de vacances ? Alors on demande au Conseil Santé Publique, il dit oui, vous pouvez. Bon, très bien. Ah, mais est-ce que les enfants peuvent dormir dans un dortoir ? Oui, bon d'accord. Mais est-ce qu'ils peuvent dormir dans des lits superposés ? Donc à un moment donné, les mecs nous répondent oui, mais tête bêche. Ça n'a aucun sens. Donc en fait, vous êtes inondé de questions. Les questions sont légitimes, hein, mais vous voyez, donc on est totalement mobilisés pour faire en sorte qu'à la fois le pays reparte, mais qu'il se prépare pour la suite s'il y a une suite. Et vous, à ce moment-là, physiquement, comment vous vous sentez ? Parce que ça fait quelques mois seulement que vous êtes ministre, mais enfin, ça n'a pas été des mois reposants. Je me suis mis à la boxe, j'ai téléchargé Petit Bambou, j'ai balancé ma montre connectée parce que je l'insultais tous les matins parce qu'elle me disait que j'avais dormi moins de 4 heures pendant la nuit. Et je tiens sur les surrénales. Les surrénales, c'est les petites glandes qu'on a qui sécrètent de l'adrénaline et de la cortisone naturelle. Quand vous stressez, elles fonctionnent à plein régime. Donc moi, elle me balançait plein d'hormones qui me faisaient tenir. Et puis c'est après que j'ai eu un vrai contre-coup. Alors j'ai frôlé le burn-out à un moment donné, entre un conseil de défense et un conseil des ministres. J'ai cru que j'y arriverais plus et je me suis calmé. C'est là que j'ai commencé à changer un peu d'hygiène de vie, à rajouter 2-3 activités dans ma vie que j'arrivais à glisser comme ça. Non, le contre-coup, il est arrivé après. C'est quand ça s'est vraiment arrêté. C'est plusieurs mois après avoir quitté la santé. C'est dur à gérer, enfin c'est lourd à gérer. Puis à titre impersonnel, individuel, quand vous êtes obligé d'avoir un garde du corps, quand vous sortez faire vos courses avec vos enfants, c'est chiant en fait. Ouais, j'ai pas signé pour ça en fait.
Malgré le déconfinement le 11 mai 2020 et un semblant de retour à la normale, le Covid-19 est toujours présent en France. Début septembre, il y a encore 129 morts par semaine et le nombre est en hausse de semaine en semaine. Alors, le 14 octobre, le gouvernement prend la décision d'instaurer un couvre-feu avant carrément de reconfiner le pays le 28 octobre. Là, encore une fois, il faut annoncer aux Français qu'ils doivent rester chez eux. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Quel est le sentiment qui vous habite ? Un sentiment de retour en arrière ? La situation a évolué. On a un équipement qui nous permet de faire face avec plus d'efficacité, je dirais, à des vagues. Il y a une expertise partout, dans les territoires, dans les hôpitaux, partout. Donc en fait, on n'est plus dans un saut dans l'inconnu et on sait que le confinement a marché. Donc en définitive, on sait que quand on coupe l'interrupteur, ça se calme. On va essayer de retarder le lockdown, le confinement, le plus possible en prenant des mesures intermédiaires en espérant que ça suffise. Un nouveau record de contamination enregistré ce lundi. La deuxième vague de Covid-19 tant redoutée est bel et bien là. Et les dernières mesures prises par le gouvernement français ne suffisent pas à l'endiguer. Et à un moment donné, quand on se dit là, on ne peut plus faire autrement, on décide de reconfiner. Le 15 octobre, juste après l'annonce du couvre-feu, votre domicile et vos bureaux sont perquisitionnés dans le cadre d'une enquête liée à votre gestion de la pandémie. Comment est-ce que vous le vivez ? Pas juste après l'annonce, à 6h du matin. Moi, je me couche, j'ai le dernier échange à 2h du matin avec le président sur le Covid. Je m'endors et 4 heures plus tard... Bonjour monsieur, c'est la police. Je pensais que quelqu'un était mort. Donc j'ouvre et là, il y a 18 personnes avec des brassards qui rentrent chez moi. Je vais pas vous cacher que j'étais un peu circonspect, le mot est faible, de voir débouler tant de gens dans mon intimité, en fait, qui fouillent dans votre penderie respectueusement, mais qui regardent ce que votre ordinateur ou votre téléphone, ils vous le prennent, ils chopent tout, toute ma vie, en fait, mes boîtes mail. Un qui commentait, mais les séries, j'avais regardé un épisode d'Engrenage 2 jours avant, il dit, vous regardez Engrenage. Vous imaginez le truc, en fait, vous dites, je gère cette crise, je suis un no-life, c'est compliqué, c'est dur pour tout le monde, mais c'est pas plus simple pour quand on est à la tête de la gestion de crise. Et putain, ça me vaut d'avoir donc c'était chaud. Mais ils ont été très, très compréhensifs parce qu'à 9h, j'étais libre pour commencer mes activités. Qui est à l'origine de ce truc-là ? En fait, il y a ceux qui considèrent qu'on en a trop fait, ceux qui considèrent qu'on n'en a pas fait assez, ceux qui considèrent qu'on a mal fait. Donc il y a eu des plaintes qui sont envoyées et à la Cour de justice de la République. Alors qu'est-ce qui a motivé la perquis ? J'avoue que je ne le comprendrai jamais. Surtout à ce moment-là, quoi. Ils me disent qu'il faut rester calme. Donc des fois, je suis pas resté calme. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. C'est ça la réalité dans nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Mais en fait, je t'assure, vous faites allumer toute la journée au Parlement par les députés qui vous expliquent que ce que vous faites, c'est de la merde. Monsieur le ministre, vos propos ont été indignes et vous avez été indigne. Non, le Covid n'aura pas le droit de piétiner, ne vous donne pas le droit de piétiner notre démocratie. Vous êtes chez vous pour profiter d'une nuit de sommeil, vous avez des magistrats et des flics qui arrivent pour regarder dans votre penderie. Je vous assure, c'est assez lourdingue en fait. Vous êtes dans un tourbillon sans arrêt. Donc vous n'avez pas le temps de vous apitoyer, vous n'avez pas le temps... voilà, et c'est parce que les gens attendent de vous. Donc à aucun moment j'ai eu à l'idée de me barrer pour faire autre chose. Jamais. Mais ouais, les marques de soutien, quand elles vous arrivent, font un peu de bien. Le 15 décembre 2020, le confinement est levé, mais pas le couvre-feu. Et le 21 décembre, le tout premier vaccin contre le Covid-19, le vaccin Pfizer, est autorisé par l'Agence européenne du médicament. Le vaccin Pfizer qui arrive en Europe, l'autorisation a été donnée. Chacun des 27 pays va maintenant se prononcer, mais ce n'est qu'une formalité. La distribution va pouvoir commencer, notamment en France. Pourquoi on n'a pas eu de vaccin français? Il ne faut pas oublier que c'est un vaccin européen, l'ARN messager. C'est BioNTech, qui est une start-up allemande, qui développe ce vaccin, qui est racheté par Pfizer, parce que Pfizer avait des capacités de production en masse de vaccins que ni la France ni l'Allemagne n'avaient d'ailleurs à cette époque. Donc voilà, un exploit, c'est que pour l'humanité, c'est qu'en quelques mois, on ait développé des vaccins efficaces contre le Covid. C'est quand même une prouesse techno. Il y a 20 ans, jamais on aurait eu un vaccin dans un délai aussi court. Et pourtant, donc, à partir du 21 décembre, il faut donc organiser une campagne de vaccination en urgence. On ne sait jamais quand on va se retrouver face à la grippe. Ni quand on va se retrouver face au Covid-19.
Comment est-ce qu'on organise Là, les scientifiques nous ont dit qu'il faut fonctionner par niveau de risque. D'abord, on n'aura pas des vaccins pour tout le monde tout de suite, donc on privilégie les plus fragiles. Donc on va faire un truc, c'est qui est-ce qui meurt du Covid ? Les personnes âgées dans les EHPAD. 7000 EHPAD dans tout le territoire. Vous avez un vaccin congelé, fragile au transport, qui doit être contenu dans un super congélateur, avec une procédure particulière pour pouvoir le préparer, pour pouvoir l'injecter dans de bonnes conditions. On a des comités éthiques, des comités déontologiques qui nous disent il faut des consentements, il faut expliquer avant, il faut bidule. Donc toutes les précautions sont prises en fait, et ça va nous revenir comme un boomerang dans la gueule, parce qu'on nous dira pourquoi vous prenez autant de précautions, et pourquoi les autres ça va plus vite. Bon, à un moment donné, on a dit bon, écoutez, le temps qu'on ait fini de les vacciner, on va commencer à vacciner les médecins, les soignants, etc. Et donc là, on commence à lever un certain nombre de contraintes qui, c'est vrai, honnêtement, s'avéraient peut-être un peu excessives. Enfin, c'était une décision collective, c'était pas la décision du ministre. Et après, il y a eu des poches de réticence, et c'est là qu'on a dû commencer à sortir des moyens plus coercitifs, compliqués à accepter, et qui ont pu créer de la colère, du désarroi, de l'incompréhension chez un certain nombre de personnes. Voilà le message que je veux vous dire, vaccinez-vous. Arrêtez de vous faire chier. C'est politique. Si tu veux crever, va te vacciner. Comment on fait pour convaincre des anti-vax ? En fait, ils vous diront qu'ils sont pas anti-vax, ils vous diront le vaccin n'est pas sûr. Alors il y a le niveau, en fait il y a des gradations d'anti-vax. Hein. Le boss de la fin, c'est celui qui vous dit que vous injectez des nanotech pour le commander, etc. Donc là, il y a rien à faire. Enfin là, vous allez voir un médecin. Et puis après, il y a des gens qui disent, moi j'ai l'impression, je connais quelqu'un qui est tombé malade après le vaccin, donc je veux pas parce que j'ai peur. Parce qu'il faut rassurer. Il faut expliquer qu'effectivement, il peut toujours y avoir des effets indésirables avec des médicaments comme avec des vaccins, et qu'en fait, le risque statistique est très faible au regard du risque statistique de tomber malade et de transmettre le virus. En fait, la vaccination collective, c'est de la solidarité. En me vaccinant, je protège les gens qui m'entourent et qui, eux, sont fragiles. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir expliquer. Mais encore une fois, je comprends. Il y a des gens qui sont convaincus, il y a des gens dans ce pays qui sont convaincus que j'ai sciemment tué des enfants avec un vaccin qui n'est pas un vrai vaccin pour me faire du fric. Enfin, si je me mets à leur place, si j'étais convaincu que un tel avait sciemment mis en danger la vie des enfants, je serais très en colère. Le problème n'est pas la colère qu'ils ressentent, c'est l'idée de départ qu'ils ont. Puis après, il y a ceux qui ont joué dessus, des Dupont-Aignan, des Philippot, qui sont vraiment la lie, je le dis, la lie de la société, quelles que soient leurs idées politiques par ailleurs. Vous vous ferez vacciner ? Pas en l'état actuel, parce que je ne suis pas un cobaye. Pourquoi vous n'êtes pas vacciné ? Vous n'êtes pas capable de me donner un argument. Mais non, mais il faut demander plutôt à ceux qui sont vaccinés. Des mecs qui croient pas du tout ce qu'ils disent et qui organisent un espèce de petit mouvement sectaire autour d'eux parce que ça leur finance leur parti, qui racontent absolument n'importe quoi du soir au matin. Ces gens-là, c'est eux qui devraient être au tribunal aujourd'hui. Alors évidemment, on va pas réécrire l'histoire, mais est-ce qu'il y a des choses, rétrospectivement, que vous feriez différemment ? Aujourd'hui, oui, parce que avec les connaissances que j'ai aujourd'hui. En fait, la question, c'est est-ce qu'il y a des décisions que j'ai pu prendre avec lesquelles je n'étais pas à l'aise au moment où je les prends ? Non, sinon je les aurais pas prises. Est-ce qu'il y a eu des maladresses, par exemple ? Bien sûr, bien évidemment, plein de maladresses. Des emportements, des choses mal expliquées. Prenez 50 décisions par jour, il y a forcément des trucs qui... Donc oui, mais moi ce qui m'intéresse plus, c'est sur l'avenir. Quel est encore une fois le savoir-faire, la compétence qu'on a acquise, la manière qu'on aura de lutter face à des prochaines épidémies collectivement. Il y a aussi toute une réflexion sociétale. Comment est-ce qu'on peut aborder ensemble la vulnérabilité ? Pourquoi est-ce que la moitié de la population a basculé du côté de la croyance en la chloroquine pour conjurer la peur et considérant que la communauté scientifique la plus raisonnable avait tort. Enfin, on a beaucoup de réflexions à avoir dans notre manière aussi d'aborder l'accès à l'information. Je crois qu'on a quand même beaucoup innové avec les confs de presse en donnant plein d'infos, plein de chiffres. Voilà, on fera mieux lorsqu'il y aura un virus qui arrivera. Est-ce que vous craignez qu'on revive un tel épisode ? Ça arrivera, oui, il y en aura d'autres. On dit que le fléau de l'humanité, ce sera le virus de la dengue, qui est véhiculé par des moustiques. Et ces moustiques, à cause du réchauffement climatique, maintenant il y en a jusqu'au Danemark. Donc on va avoir des cas de dengue, on aura des chikungunya en métropole. Toutes les conséquences toutes les actes de l'homme ont des conséquences, bien sûr. Donc il y aura d'autres épidémies, mais je ne la souhaite pas pour tout de suite. Ce que je veux qu'on retienne, c'est nos forces et nos faiblesses collectives. Voilà. Encore une fois, je mets plutôt l'accent sur la force, qui a été la solidarité, dont on a fait preuve, la patience, dont on a fait preuve. Les faiblesses, c'est le rapport qu'on entretient de plus en plus avec les autorités scientifiques, politiques, médiatiques, qui est devenu un rapport de plus en plus de défiance. Et ça, c'est une démocratie qui est en train de crever, en fait. J'ai plus peur, en fait, aujourd'hui de ça que d'une nouvelle pandémie. Les amis, merci
Merci d'avoir suivi cet entretien. Il fait partie de cette nouvelle série d'entretiens que je veux vous proposer sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, allez-y. Et plus que jamais, si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est la meilleure manière de soutenir ces vidéos. Et au quotidien, évidemment, je vous donne rendez-vous sur Insta. C'était Gaspard G. À bientôt.